Bonjour Alex, je ne vous vois pas parce que je suis sous l'écran, mais bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est un grand plaisir de se retrouver ici pour ce colloque et je voudrais remercier particulièrement Béatrice Touchelet parce que elle est quand même l'âme de ce programme qu'elle fait vivre et qu'elle développe de multiples façons. Et que j'ai l'honneur de développer avec elle via un séminaire depuis 4 ans. Alors, on va commencer donc la première session sur les chiffres et les transitions de début et de fin d'Empire. Les débuts et les fins d'Empire, c'est vraiment des objets sur lesquels on a beaucoup travaillé, les historiens de la colonisation, depuis une dizaine d'années. Alors, je vais passer très vite la parole, en fait, à Alex Randrian-Maifa, excuse-moi Alex si j'écorche un peu ton nom. Alors, il est doctorant à l'université d'Antananarivo avec le professeur Jano Rassolarisson, qui est un de nos partenaires de Kunt. Alors Alex, il va nous faire une présentation sur la statistique royale malgache et la statistique coloniale à Madagascar à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc le passage d'un mode de comptage à un autre et la façon dont très concrètement ça se fait. Mais je terminerai simplement en disant que c'est un jeune historien extrêmement actif qui travaille sur différents aspects du comptage et qui travaille aussi bien au début de la période coloniale qu'à la fin de la période coloniale. Et je lui passe tout de suite la parole pour 20 minutes. La parole est à vous. Attends. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? On entend. Allô? On entend très Ah, bien. d'accord. Ok. Est-ce que le slide est affiché? Oui, tout est affiché. On a la slide et le défilé des slides à côté. Donc on a tout. D'accord. Et là, donc, c'est affiché Là, c'est affiché, oui. en diapo. Non, c'est pas en diaporama. Ah voilà, là c'est parfait. C'est en diaporama. D'accord. Je suis content, hein, je suis heureux de pouvoir présenter ce sujet devant vous, chers collègues, mesdames et messieurs. Euh, Mon exposé donc s'intitule Statistiques royales malgaches et statistiques coloniales à Madagascar à la fin du 19e siècle et début 20e siècle. Euh, Si on va mettre le contexte, donc si on va délimiter le contexte, cette étude donc se situe au moment où il y a l'existence de ce qu'on va appeler le royaume de Madagascar à partir de 1817 jusqu'en 1896. Elle va couvrir le 2 tiers de Madagascar et va être dirigée par des souverains myrnes, c'est-à-dire des souverains venant du centre de Madagascar, qui vont conquérir donc les 2 tiers de Madagascar. Et l'autre chronologie qui est importante, c'est le protectorat français en 1895-1896, où Madagascar a été donc géré par la France sur le plan extérieur, donc sur les affaires extérieures. Donc Madagascar a été géré par la France, tandis que la monarchie était maintenue à l'intérieur. Et au 6 août 1896, c'est l'annexion de Madagascar, où Madagascar va devenir colonie française, et c'est là que va débuter l'administration coloniale et les pacifications. Et ça va être marqué aussi par l'exil de la reine en 1897 et l'abolition de la royauté en 1898. Il est indispensable donc de délimiter tous ces contextes-là pour pouvoir comprendre donc cette approche à travers les chiffres et statistiques à la fin donc de la période royale et au début de la colonisation. Et donc, le choix de ce thème et de la chronologie découle donc sur cette question de statistique royale et coloniale à travers une question d'approche comparative entre les deux systèmes. On va donc analyser s'il y a continuité ou rupture entre ces deux systèmes. Et la fin du 19e siècle, début 20e siècle marque vraiment le basculement
de l'histoire de Madagascar qui va passer de l'administration royale vers l'administration coloniale. Et ce qui a quand même vraiment motivé l'approche, c'est que en consultant les archives royales, on a constaté donc que la production des archives royales a dépassé la période même de l'archive royale. C'est-à-dire, pendant même le début de la colonisation, il avait toujours la production donc de ces archives et statistiques royales. Et d'où la question, et d'où qui a mené donc au choix de ce thème, parce qu'il y a quelque chose à creuser quand même là-dedans. Donc, pour les problématiques, hein, il y en a beaucoup, mais on peut limiter hein, à quelques, par exemple, le rôle et usage et apport des chiffres statistiques dans la phase transitoire donc de l'administration de Madagascar, de la royauté vers la colonisation. On va se demander si la statistique coloniale soit une nouveauté finalement, et, euh, et on va voir aussi que la statistique malgache comme base de démarrage de l'administration coloniale. Pour réaliser cette présentation, on est passé sur les questions de méthodologie et de sources, c'est-à-dire documentation, les consultations donc des documents, les ouvrages théoriques, dépouillement d'archives et confrontation de ces sources. Et pour les sources exploitées, il s'agit donc des archives royales aux archives nationales de Madagascar et des archives coloniales. Cette fois-ci, donc, le choix s'est porté sur la série D109. Et pour ces archives-là, donc pour les archives royales, on a choisi donc les séries 3CC, hein, 3CC 1, 2, 3, 6, 13, 19, 34, 35, 159, 291, série DD 115, LL 36 et N 144, des séries qui sont donc choisies parce que ce sont les productions qui ont dépassé 1896. Donc, ce sont donc les archives qui a attiré notre attention, en plus de l'archive coloniale de 109. Donc, pour le plan de ce travail, ça va être en trois parties. La première partie va parler surtout des archives malgaches datant du début de la colonisation. D'abord, on va voir comment c'est. Et puis après, on va parler de la cohabitation entre système colonial et système royal. Et à la fin, nous allons tirer quand même des déductions sur le fait que c'est le reflet de la début de la colonisation à Madagascar à travers les chiffres et statistiques. On va faire des constats. Donc. Pour la première partie, parlant de ces archives datant du début de la colonisation, il y a donc ici un système colonial qui se heurte sur le fait que le royaume qu'il va conquérir possède déjà des systèmes vraiment déjà avancés grâce à l'acquisition de l'écriture en caractère latin depuis 1823. Et cette écriture-là va contribuer vraiment au renforcement de l'administration du royaume de Madagascar et à la gestion des ports. Et parmi ces produits d'écriture, il y a donc ces chiffres et statistiques produits par les administrateurs, par les gouverneurs donc des provinces pour envoyer des rapports au Premier ministre et au souverain du royaume. Ainsi donc, l'administration coloniale s'est heurtée, mais ils ont su comment donc mettre à profit ce contexte qui est quand même assez particulier, hein, ce contexte assez particulier donc dans la situation de la conquête coloniale. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement repris les statistiques, les tableaux statistiques et les chiffres produits par l'administration royale afin de voir l'état de lieu du royaume et surtout pouvoir se mettre donc à les exploiter et à entrer donc dans un comportement de prédation. Parce que à travers les listes qu'ils vont disposer, ils vont accaparer, ils vont cibler donc les biens royaux et ils vont donc accaparer ces biens-là, ils vont confisquer et ils vont soit le vendre, soit envoyer en France à travers le ministre des Finances. Donc ici, donc, il y a une exploitation donc à des fins de prédation des richesses royales à travers donc l'existence de ces documents-là
par l'administration coloniale. Et eux, donc, ils ont pris en compte vraiment la présence de ces archives et donc ils ont valorisé les documents produits par le pouvoir royal. Ils ont accumulé tous les documents datant de 1825 jusque vraiment la période coloniale. Et quelque part, on peut dire même que c'est dû ou grâce à cette politique de l'administration coloniale au départ qui nous a permis d'avoir donc la conservation de ces archives. Donc voilà donc un exemple de tableau sur les listes des objets confisqués donc par l'administration coloniale afin donc d'accaparer donc les richesses qui se trouvaient au palais de la reine. Et il y a aussi donc la continuation de la production des chiffres statistiques par les indigènes, parce que les Malgaches sont devenus indigènes à ce moment-là par le code de l'indigénat, et donc il y a la production, c'est-à-dire il y a le maintien donc des structures qui étaient établies par le pouvoir royal, et donc il y a le maintien des officiers malgaches et la production des chiffres statistiques malgaches en malgache, mais dont certaines modalités ont été modifiées. Et dans les zones un peu plus reculées et zones secondaires, on peut constater vraiment que le système de production des chiffres statistiques était toujours à la malgache, tandis que dans les grandes villes, c'était celle de l'administration française. Il y a une voix qui dérange un peu là. On arrive à vous entendre, mais effectivement, il y a quelque chose qui fait interférence. Oui, voilà, il est coupé. Voilà. Excusez-moi, je vais continuer. Et donc, à travers la comparaison de la provenance des chiffres statistiques produits dans les zones secondaires et les grandes villes, on peut comprendre déjà donc l'intérêt que l'administration coloniale porte donc sur les valeurs des statistiques produites par Madagascar. Malheureusement, l'Archive nationale nous limite à 2 ou 3 documents à prendre en photo, donc je n'ai pas pu vous projeter donc cet aspect-là, mais on peut dire donc qu'à travers les 2 types de documents fournis à la même période, ça reflète donc l'intérêt et l'absence d'empressement de l'administration coloniale d'établir leur système. Ils vont prendre le temps parce qu'il y a déjà un système déjà établi et les chiffres statistiques produits par les Malgaches le va suffisamment jusqu'au moment où ils vont donc établir la leur. Mais quand même, ils vont imposer leur marque, comme par exemple des fiches déjà préfabriquées auxquelles il est mentionné le gouverneur général, des textes en français et les systèmes de valeurs, le AES, c'est-à-dire Ariar et Ranambat et SCAD, vont être remplacés par le franc et le centime, ou bien le dollar. Donc, il y a certaines modifications qu'ils ont imposées, mais l'aspect général de l'ancien système de production, ils l'ont maintenu jusque dans le début des années 1900. Et c'est là qu'on va entrer donc dans la seconde partie sur la cohabitation entre système colonial donc, et système royal. Et comme on en a déjà parlé, il y a donc le maintien des modalités de production faites par les officiers. Les affaires courantes donc ont continué et la production des chiffres à destination entre guillemets du pouvoir royal ont continué jusqu'en 1898, alors que la colonisation a déjà commencé dès 1896. L'aspect de l'envoi du texte, la manière dont dresser donc le tableau statistique et les modalités des chiffres sont comme si la lettre va être envoyée au souverain, à la souveraine, alors que la reine était déjà envoyée en exil en 1897 et en 1896, elle n'avait plus de pouvoir du tout. Mais l'aspect donc de l'envoi ressemble toujours à la manière d'envoi des documents envers la couronne et
Et même, il est mentionné un certain Voudienne. Voudienne, c'est vraiment un taxe, une sorte de privilège, arrière-train de Zébu, un privilège réservé soit à la reine, soit à ses représentants. Et c'est toujours mentionné dans ces documents fournis par les officiers malgaches pendant les débuts de la période coloniale. Cela donc peut se traduire par le fait que le pouvoir colonial se veut être à la fois héritier donc de la royauté, tout en voulant se démarquer, parce qu'ils veulent marquer que Madagascar est colonie française, mais en même temps, ils vont tout simplement substituer la place de la souveraine, tout en maintenant une bonne partie des structures tout le long de la colonisation. Et dans cette continuité logique, dans cette continuité logique, euh, il y a donc le terme, un fameux terme malgache, Miuvandrina Miuvasat, c'est-à-dire autre souverain, autre coutume. Et cela reflète vraiment l'adaptation rapide des officiers hein, vis-à-vis du système. Parce que ces malgaches-là, qui ont produit les chiffres statistiques, ils ne réfléchissent pas en fonction du fait qu'ils contribuent ou ils collaborent avec des envahisseurs. Et donc, ils marchent sur le fait que si le pouvoir change, euh, la coutume change ou le système change. Et eux, donc, ils continuent donc dans cette logique-là parce que c'était toujours le régime d'avant, changement de souverain, donc changement de coutume. Donc, pour eux, c'est une simplement question d'adaptation s'ils maintiennent donc leur fonction à ce moment-là. Et l'expérience qu'ils ont acquise tout le long de leur royauté, donc, a facilité cette suivi de directives de l'administration coloniale. Et les systèmes de production qu'ils ont faits sont très, très bénéfiques pour le lancement de la colonisation et l'ajustement finalement des systèmes qui vont être imposés par la colonisation. Et ce qui va nous mener donc à la troisième partie sur le thème reflet des débuts de la colonisation à Madagascar à travers les chiffres et statistiques. Parce que si on regarde vraiment les chiffres et statistiques, à la fin du 19e siècle, d'abord, avant, on pensait que vraiment les Français arrivent et vont conquérir tout Madagascar à travers la pacification. Mais en consultant ces documents d'archives, on a pu constater qu'il y a une forte contribution malgache dans la colonisation même de Madagascar. La production des documents, donc, a servi de pacification d'abord parce que, à travers les documents fournis par les gouverneurs généraux, gouverneurs de la royauté, ils savent pertinemment donc où frapper et comment frapper d'abord. Et ils savent même, à quelques détails près, l'effectif de la population, ses forces, ses capacités en armes et tout ça, à travers ces documents-là. Donc, l'administration coloniale est en bonne position. Mais en consultant le document d'archives d'NN 144, on peut voir aussi que dedans, il y a des contingents qui sont appelés des tirailleurs malgaches. Et ces tirailleurs malgaches-là, ce ne sont pas des malgaches d'un seul lieu ou seulement l'armée issue de la royauté. L'armée de la royauté va être employée par l'administration coloniale, suivie par l'adhésion de d'autres malgaches venant d'autres régions, à savoir Mir, Pessamsara, Kapesamsan et Sakala. Et dans ce même archive, on peut avoir la liste des munitions, des statistiques de tous les soldats disponibles dans le royaume à ce moment-là. Et on ne voit pas tellement hein, dans cette projection, mais sur le coin à gauche, en haut à gauche, on peut constater qu'il y a une indication volontaire. Et ça interpelle, vu que finalement, donc, parmi les Malgaches qui ont participé à la pacification de Madagascar au début de la colonisation, il y avait aussi des volontaires malgaches finalement. Et si on regarde la liste est très longue. La liste est très longue. Et cette approche-là et cette liste-là donc casse quelque part le mythe le mythe donc de l'envahissement français vis-à-vis de Malgache, cette dualité français-malgache, donc de français-malgache, va être cassée parce que les chiffres et les statistiques démontrent autre chose, l'implication de beaucoup de contingents malgaches dans la pacification des zones récalcitrantes. Mais finalement, pragmatiques comme ils sont,
l'administration coloniale va passer sur l'effacement progressif des acteurs et du système malgache au profit des acteurs européens et des systèmes européens, surtout français. Parce que il faut que la colonisation marche et l'administration va adopter la posture de l'administration directe. Et avec ça, donc, les postes les plus importants vont être occupés par des administrateurs ou des officiers français. Ainsi, donc, ces officiers qui étaient utiles à l'administration coloniale au début de la colonisation, vers le début du XXe siècle, dans les années 1900, ils vont être remplacés un par un donc, par les officiers, par des Européens cette fois-ci. Et si on vérifie dans les séries G des archives coloniales, on peut voir que à partir de ce moment-là, tous les administrateurs étaient européens. Ils ont substitué aux, officiers malgaches. Et donc, il y a l'arrêt des productions, donc des documents du côté malgache, ça va suivre finalement donc les priorités de l'administration coloniale. Et ce système-là donc était dans des soucis de ne pas perturber ou brusquer donc le changement. Et c'est vraiment dans une démarche donc de transition, dans une démarche transitoire lente, que l'administration coloniale a vu vraiment rendu efficace la mise en place de son administration. Et l'exemple qu'on prend donc, il y a à Marantir, en nord de Madagascar, des registres de droits de douane qui est vraiment produit pendant les 2 ans, des années de début colonial par des Malgaches. Mais il faut attendre 1898, 2 ans après la loi d'annexion, pour que la production de ce document s'arrête. Et ça ne s'arrête pas brusquement. L'administration coloniale a attendu vraiment la fin du mois de décembre pour qu'ils arrêtent totalement de confier donc la production de ces chiffres statistiques de droits de douane aux Malgaches. Donc là, on a le tableau. On a donc le premier tableau date du mois de janvier et le deuxième tableau date du mois de novembre et décembre. Donc on peut voir là donc, le souci de la transition par l'administration coloniale qui ne voulait pas brusquer donc l'établissement de son administration et ça lui a facilité la tâche, la présence déjà donc de la production de documents avant eux. Donc, pour conclure ma présentation, l'existence de ces statistiques royales est une réalité indéniable pour l'administration coloniale. Et donc, ils ont su le mettre à profit et ça confirme donc la continuité donc, entre l'administration royale vers l'administration coloniale. Donc, il n'y a pas rupture. Et je vais reprendre cette fois-ci le mot de Michel Massiot du fait que les Français, donc en 1896, à l'annexion, donc, ont chaussé le bot de la hiérarchie Mirne. Ils ont chaussé vraiment, ils ont substitué, ils ont pris le rôle de la hiérarchie Mirne pour faciliter donc l'administration et l'administration de terrain ont pris le dessus sur le choix théorique appliqué dans la colonie. Cette fois-ci, donc, il ne s'agit pas d'appliquer des théories européennes à appliquer dans la colonie. Ils ont tout simplement adapté la réalité du terrain pour mieux administrer donc l'île en adaptant rapidement donc l'atout de la colonie vers l'atout de l'ancien royaume, donc vers l'atout de l'administration coloniale qui va faciliter énormément donc la colonisation et l'administration de Madagascar. Et c'est là que je termine donc ma présentation. Merci pour votre aimable attention et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Alex, pour le respect parfait du temps et pour cette communication qui ouvre plein de pistes tout à fait passionnantes. Alors, on va passer, petite question à Béatrice, on fait l'ensemble de la session, c'est ça? Oui, je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse l'ensemble de la session, ensuite la keynote, plutôt que... Enfin, si ça ne dérange pas, Antoine...
Ouais, et on va garder donc Alex, si tu peux rester avec nous, bien sûr. On va passer aux autres communications. Donc, je passe maintenant la parole à Marius de Bacho-Moafofonkou, qui vient de l'Université de Lille, où il est doctorant après avoir étudié à l'Université de Chang au Cameroun, et qui fait un doctorat sous la direction de Béatrice Touchelet sur la coopération dans le domaine des statistiques, et qui va nous faire une présentation intitulée La comptabilité nationale du Cameroun à l'épreuve de l'héritage colonial et de la coopération internationale entre 1951 et 1972. Donc je lui donne également la parole pour 20 minutes. Bonjour à tout le monde. Merci, professeur, de me passer la parole. Je suis Marius de Bacho-Moafofonkou. Je mène une thèse à l'Université de Lille sous la direction du professeur Béatrice Touchelet. Je travaille sur la coopération statistique française telle qu'appliquée au Cameroun et au Sénégal. Ma communication porte sur la comptabilité nationale au Cameroun, la comptabilité nationale du Cameroun à l'épreuve de l'héritage colonial et de la coopération internationale. Pourquoi on parle de l'héritage colonial quand on fait référence à la comptabilité? Lorsqu'on sait que jusqu'à l'indépendance, dans les pays africains qui étaient placés qui étaient colonisés par la France, il n'y avait pas de comptes nationaux. C'est tout simplement parce que le Cameroun est un pays de particularités. Et l'une des particularités du Cameroun, c'est que c'est le seul pays du giron français qui, à partir de 1951, a vu des administrateurs de l'INSEE effectuer des travaux en vue de la production des comptes nationaux. Donc, c'est le seul pays du giron français qui a des comptes nationaux avant les indépendances, ce qui n'était pas le cas avec les autres pays du giron français. Donc, ma communication, l'objectif sera donc d'analyser l'évolution de ce système qui conduisait à la production des comptes nationaux à partir des premiers travaux de 1951 jusqu'au jumelage des deux systèmes coursiers et SCN prônés par l'ONU en 1971. Donc, pardon. Nous savons tous que la France est un pays de statistiques. Et cette particularité française a été appliquée soigneusement au Cameroun, certainement parce que la France administrait le Cameroun pas comme une colonie, mais comme un pays sous tutelle de l'ONU. Il y avait certaines exigences en matière de production des chiffres qui faisaient qu'à la fin de chaque année, il fallait produire des statistiques. C'était plus facile de le faire en produisant un annuaire statistique, mais un peu plus compliqué en ce qui concernait les comptes nationaux. Donc, à partir de 1951, il y a, comme je l'ai précisé tout à l'heure, des travaux qui vont être menés. Les travaux qui sont menés à partir de 1951 étaient menés par les comptes économiques. Les travaux qui ont été menés en 1951 ont été publiés après les indépendances du Cameroun. Et c'est là où c'est le contraste qui existe dans cette réalité comptable. Pourquoi? Parce que la première initiative qui était effectuée par Jean-Pierre Allier, l'objectif c'était de produire un document qui devait être une publication et qui devait présenter les comptes nationaux. Sauf qu'il y a eu 4 séances, 4 missions en vue d'élaborer ces comptes entre 1951, 1956, 1957 et 1959. Sauf que la publication est intervenue après avril 1962.
L'héritage colonial est surtout cette expérience pionnière, parce que le Cameroun a hérité d'un point de vue de la comptabilité nationale de la colonisation pour au moins 3 raisons. La première, comme je le dis, c'est que les comptes économiques, c'était la première initiative. La deuxième, cette première expérience n'a pas été suivie les années après. Il a fallu attendre M. Christol, administrateur des affaires d'outre-mer, que M. Christol effectue une étude globale en 1956, parce que l'étude de 1951 était une étude qui se focalisait sur les activités, essentiellement les activités de production, mais qui mettait de côté les activités de subsistance. En 1956, on s'intéresse à la fois aux activités de production et aux activités de subsistance, en intégrant cette fois-ci dans les travaux le double tableau qui comportait le côté ressources et le côté emploi sur les biens et services et qui était ventilé sur 10 grandes catégories de produits. La troisième initiative, qui est celle de 1957, est faite par M. Vess, VE2SE, directeur du service de la statistique du Cameroun. Il avait entrepris une étude plus approfondie de l'économie du Cameroun au cours de cette année 1957 et son étude avait pour objectif ou pour finalité d'élaborer des comptes nationaux en bonne et due forme. Sauf que cette élaboration n'a pas abouti. Et idem pour les travaux qui seront faits après, en 1959. La particularité des 3 premiers, c'est-à-dire 1951, 1955 et 1957, c'est que les travaux étaient différents. La méthodologie de 1951 était différente de celle de 1955. Celle de 1955 et 1951 était différente de celle de 1957. Et les points de production et les points de production, les 10 points rassemblés qui avaient fait l'objet de l'étude et qui oscillaient autour des ressources, équipements et production étaient les mêmes entre 1955, 1957 et 1959. Voilà l'héritage de la colonisation en matière de comptabilité. Cet héritage, ce sont ces travaux qui font que lorsqu'on veut parler de comptabilité au Cameroun, on remonte à 1951. Mais si on veut parler de comptabilité en termes de production d'un document qui renseigne, qui donne des chiffres, on ne peut pas rester en 1951, mais on va remonter à la décennie, les années qui suivent l'indépendance du Cameroun. 1962 particulièrement, parce que c'est en 1962 que la mission qui agrège les données de ces 4 années élabore définitivement le document qui présente les statistiques, les comptes nationaux du Cameroun au cours de la période pré-indépendance. Dans le résumé que j'ai soumis, j'ai parlé de Coursier. Pourquoi est-ce que j'évoque Michel Coursier? Lorsque nous parcourons les documents, les comptes nationaux du Cameroun, et lorsque nous lisons les travaux qui ont été effectués sur la comptabilité nationale au Cameroun, il y a le nom Coursier qui revient. Et à chaque fois, on se pose la question, qui est ce monsieur Coursier? Qui est ce Michel Coursier? Pourquoi est-ce que lorsqu'on veut parler des comptes nationaux du Cameroun, on parle des comptes Coursier, de la méthode Coursier, de la nomenclature Coursier? J'ai un peu creusé et je me suis rendu compte que Michel Coursier était un statisticien de l'INSEE. Avant, il était au CEF. Voilà. Il était au CEF. Bien CEF. Il était au CEF et lorsqu'il y a eu le jumelage de ce service de comptabilité avec l'INSEE, il s'est retrouvé à l'INSEE. C'est lui qui a travaillé sur l'élaboration d'une nomenclature comptable pour les pays d'Afrique francophone.
Et il l'a fait à travers le CCTA, la Commission technique africaine sur les questions de coopération. Et il était celui qui représentait l'INSEE au CCTA. C'est en 1958 que Michel Coursier est sollicité pour élaborer une nomenclature qui va permettre de réaliser les documents comptables pour les pays africains. Donc, si au Cameroun, on commence à faire des travaux en vue de réaliser cela en 1951, c'est à partir de 1958 qu'on décide au niveau de l'INSEE de mener réellement, de se pencher sur ces questions. Et cette sollicitation de Michel Coursier n'intervient pas seulement au niveau de l'INSEE, mais au niveau d'un organisme de coopération qui concernait tous les pays d'Afrique. Et Michel Coursier a donc été sollicité à la 13e session du CCTA, qui a d'ailleurs approuvé les dispositions qui étaient prises en vue d'une étude comparative, pas seulement pour l'Afrique francophone, mais aussi pour l'Afrique anglaise. Il fallait s'inspirer de ce qui se faisait en Rhodésie, au Congo belge, pour pouvoir élaborer une nomenclature qui devait permettre aux pays africains de produire leurs comptes nationaux. Peut-être c'est aussi ce qui explique les tâtonnements de méthode qui ont été observés entre 1951 et 1959. Et c'est en 1959 que Michel Coursier dépose le rapport qui permet d'établir cela. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle le système comptable qui est appliqué au Cameroun est appelé système Coursier. C'est un système qui a 500 entrées et qui a été appliqué au Cameroun jusqu'en 1971 et qui, dès 1968, était appliqué concomitamment avec le système SCN, qui était un système prôné par les Nations Unies. Nous y reviendrons. Les comptes nationaux au Cameroun, les premiers comptes nationaux du Cameroun sont publiés en 1964. Ces comptes retracent la période, les activités économiques du pays depuis l'indépendance. Ils reviennent aussi sur certaines activités de l'année 1959 parce que lorsque le Cameroun accède à l'indépendance en 1960, la plupart les institutions qui vont permettre de voter le budget ne sont pas encore mises sur pied. C'est à partir de à la session de juin 1960 que le Parlement adopte le budget et les chiffres qui présentent les comptes nationaux sur l'année 1960 ne présentent que les comptes de 6 mois. Et ça, c'est une particularité. Pourquoi? Parce que les comptes nationaux étaient, pour le jeune État indépendant, le professeur Béatrice Touchela parlait tout à l'heure de la sensibilité des chiffres. C'était aussi le cas au Cameroun, parce que dès la production des premiers chiffres nationaux, le président Ahidjo décide de ramener la structure qui est en charge de la production des statistiques, de la rattacher à la présidence de la République. Et c'était à partir de ces services-là, du secrétariat général, qu'on contrôlait la production des comptes nationaux. D'où cette question de sensibilité. Et l'ONU intervient au Cameroun à partir de 1964 pour la mise en place d'un système de comptabilité nationale. Pourquoi? Parce que non seulement au niveau du CCTA, on demande d'arrimer un système qui va être facilement lisible et facilement interprété par l'ensemble des pays membres, mais surtout parce que le Cameroun a une double particularité héritée de la colonisation. Au Cameroun, il y a une partie du pays qui a été administrée par la Grande-Bretagne et il y a une partie qui a été administrée par la France. Et la partie administrée par la Grande-Bretagne avait ses propres comptes nationaux. Il y avait un héritage anglais qu'on avait du mal à adapter à l'héritage français. Et cet héritage anglais, et cela s'est traduit dans les premières heures de l'indépendance par l'existence à la fois des statistiques du Cameroun oriental, du Cameroun français
et des statistiques du Cameroun anglais. Sauf qu'à partir de 1964, il y a une volonté de jumeler les chiffres, ce qui se faisait déjà dans certains travaux, dans certaines enquêtes qui, financées par l'ONU, demandaient que ce soit des enquêtes globales qui prennent en compte l'ensemble du pays. Mais des tableaux présentent dans certains chiffres de production les productions du Cameroun occidental et les productions du Cameroun oriental. Et d'ailleurs, on retrouve dans certaines archives des suggestions, ça c'est dans des comptes nationaux, des suggestions qui, à la fin de la production des comptes nationaux, et à partir de 1964, date à laquelle on a suggéré la création d'un service de production, de la camerounisation du service de production des statistiques. Je vais revenir là-dessus dans la partie consacrée aux relations, à la coopération internationale. Au moment où les Camerounais sollicitent produits eux-mêmes leurs statistiques, on recommande la création, la nomination dans la capitale du Cameroun occidental, à Buea, d'un chef de service de la coopération, pas de la coopération, d'un chef de service des statistiques et de la comptabilité nationale qui devra coordonner la comptabilité, la production des comptes nationaux en tenant compte des spécificités du système appliqué dans le Cameroun français, ceci pour permettre une meilleure lecture. Et l'une des choses qui explique cela, c'est le fait que dans le découpage du Cameroun, la partie qui était sous administration britannique n'était que 20% du territoire, contrairement à la très grande partie qui était sous administration française. Et d'un point de vue politique, c'est la première partie française qui accède à l'indépendance avant, qui prend la dynamique de production des statistiques, la dynamique économique du pays avant la partie anglaise. Sauf que lorsque la partie anglaise se rapproche de la partie française, il y a une autre réalité de production des chiffres qui est mise en avant, qui est pratiquée, et ce qui perturbe un peu lorsque on veut jumeler les chiffres. Voilà. En 1968, donc, il y a la publication des premiers comptes, de deux versions de comptes nationaux. Lorsque on va à l'INSEE consulter les comptes nationaux du Cameroun qui sont au centre de documentation, j'étais curieux la première fois que j'ai trouvé les documents. Il y avait 3 versions. Il y avait 4 versions de comptes nationaux. Il y avait les principaux résultats, les comptes nationaux version Coursier, les comptes nationaux version SCN et les comptes nationaux version SCN révisités. Les comptes nationaux, les principaux résultats étaient les tableaux qui présentaient les chiffres des emplois et des ressources. Le deuxième, qui était le compte Coursier, était celui qui tenait en compte la méthodologie qui était appliquée depuis 1964. Le troisième document, qui était la version SCN, était une version qui présentait la méthodologie de l'ONU, en tenant en compte le fait, présenté en 3 chapitres, les principaux résultats, la production et les comptes des agents. Sauf que cette méthode évoluait au fur et à mesure qu'on organisait les séminaires, raison pour laquelle, 1 an plus tard, on produisait des comptes révisités, des comptes qui avaient été publiés, des comptes nationaux qui avaient été publiés l'année d'avant. Et la première version de 68, donc, différait sur plusieurs points. La différence entre les comptes nationaux de version Coursier et les comptes nationaux version SCN était, premièrement, au niveau du point de vue conceptuel des agrégats et des agents du système. La classification des opérations économiques était différente, l'architecture des comptes aussi était différente. Afin de faciliter la compréhension et l'adaptation
des administrateurs camerounais qui devaient lire le rapport. Il a donc été publié 2 versions de comptes nationaux, ce qui s'est fait jusqu'en 1971, date à laquelle les comptes nationaux ont épousé la version qui était le système de comptabilité nationale du Cameroun. Il a indiqué dans les comptes nationaux de 1970-1971 qu'il y a eu une note conceptuelle qui expliquait la différence entre les 2 systèmes avait été publiée. Je n'ai pas pu la retrouver et j'espère que je vais retrouver cela avant le mois de mars. Ce qui est du rôle de la coopération dans la production des comptes nationaux, j'ai retenu 3 niveaux. Le premier niveau est celui de la formation. En 1963, lorsque le Cameroun accède à l'indépendance, il y a un phénomène, du moins, ce n'est pas limité au Cameroun, c'est limité à l'Afrique française jusqu'en 1962. Avant, dans la production, lorsqu'il fallait produire des statistiques, que ce soit des annuaires statistiques, que ce soit des comptes économiques, les agents de l'INSEE, les administrateurs de l'INSEE intervenaient directement sur le terrain. Ils définissaient eux-mêmes les missions, ils définissaient quelles étaient les grandes enquêtes qu'il fallait faire, ils définissaient le calendrier de production des chiffres. Sauf qu'avec les indépendances, les administrateurs de l'INSEE sont sollicités parce qu'il faut produire les chiffres selon la dynamique qui avait été engagée avant les indépendances. Et ils ne peuvent plus prendre des décisions directement, il faut passer par le gouvernement camerounais. Pour contourner cela et intervenir en tant qu'agent technique, il est créé en 1963 le Centre de formation des statisticiens économistes pour les pays en voie de développement. Et plusieurs Camerounais y ont été formés. La conséquence de la formation des Camerounais, c'est qu'à partir de 1964, ils vont revendiquer la camerounisation des cadres, la camerounisation de la méthode même de production des statistiques, parce qu'ils estimaient qu'après les indépendances, le système qui est appelé le système coursier ne cadrait plus concrètement avec les réalités de développement telles que planifiées dans les plans quinquennaux, qui étaient les plans de développement au Cameroun. Et c'est l'unification des 2 méthodes de production des comptes nationaux épouse la dynamique des comptes des plans quinquennaux. Est-ce que je peux vous inviter à aller vers la conclusion assez vite? Après, à côté de la formation, il y a l'accompagnement technique. Et pour comprendre l'accompagnement technique, il faut rentrer dans la publication 50 ans d'INSEE, la publication 50 ans d'INSEE ou la conception du chiffre. Dans ce livre, Chamso explique que les statisticiens en poste dans les pays n'intervenaient plus directement. Il qualifie cela de l'Afrique était devenue une terre de mission. Ce n'était plus un terrain de travail, c'était devenu une terre de mission pour les agents de l'INSEE dans la production des documents comptables. Avec les indépendances et la création et avec les indépendances, le service de la coopération s'est réduit au dom-tom actuel, au département d'outre-mer actuel, et les premiers signes de ce rétrécissement vont conduire à la création d'un terme technique au niveau de l'INSEE, qui est coopération technique. D'un point de vue des comptes nationaux, c'était l'accompagnement essentiellement technique des agents
nationaux des agents camerounais qui devaient produire les statistiques. Pour conclure, le troisième volet, c'était le volet de la consultation. J'ai parlé tout à l'heure de Michel Coursier. Il y avait aussi l'ONU qui intervenait. Il y avait les agents de l'INSEE qui intervenaient en tant que consultants pour l'INSEE dans le cadre de la coopération dans les organisations internationales, que ce soit le CCTA ou les organisations régionales, que ce soit l'UDEAC ou l'Organisation commune africaine et malgache. Terminé. Alors merci Marius pour cette présentation sur la fabrique des comptes nationaux et toutes ces complexités. Alors je passe maintenant la parole à Inès Baude qui est doctorante en sciences politiques avec Emmanuel Blanchard et Nicolas Mariot et qui travaille sur les trajectoires des Français en Algérie après l'indépendance et sur les rapatriements différés, expression qu'elle emprunte à Annick Lacroix, que j'en profite pour la saluer. Donc je vous passe tout de suite la parole pour une intervention sur compter les Français en Algérie après l'indépendance. Fabien, il y a un problème technique ? Allez-y. Ok, déjà merci à tous. Voilà, je suis très heureuse d'être là. Je me pose en permanence la question dans mon sujet de la spécificité du colonial, du post-colonial ou la spécificité algérienne. Et donc c'est ce type d'événement, je trouve, qui aide à se décentrer. Donc je vous remercie de nous offrir ce cadre pour cela. Pour replacer la communication dans son contexte, comme vous l'avez dit, je suis doctorante en sciences politiques. Je travaille donc sur les trajectoires de Français en Algérie après l'indépendance et leur encadrement par l'État français. Donc je suis encore au début de mon enquête. Donc ce que je vais présenter aujourd'hui est plutôt de l'ordre du programme de recherche que des résultats vraiment aboutis. Et donc l'un des axes de ma thèse s'intéresse à la manière dont sont encadrés ceux que l'historienne Annick Lacroix a nommé les rapatriements différés, c'est-à-dire les rapatriements qui ont lieu après le rapatriement brutal et massif de plus de 670 000 Européens durant l'année 62. Donc l'idée est de prendre à rebours le cadre narratif dominant qui présente le rapatriement comme une vague une, comme une vague homogène, irréversible, et de s'intéresser aux cas statistiquement minoritaires d'individus qui restent, qui viennent ou qui reviennent. Et ainsi de travailler en fait les inégalités au sein de ceux que l'on a appelés les Européens d'Algérie ou Français d'Algérie. Donc je ne rentre pas ici dans les débats à la fois politiques et scientifiques sur les termes à utiliser, le fait de reprendre ou non des catégories coloniales, de parler de musulmans, d'indigènes, d'Algériens, d'Européens, de Français, de mettre ou non des majuscules, des guillemets. Voilà, je m'inscris dans le prolongement de celles et ceux qui ont déjà beaucoup réfléchi à ça et qui font des dénominations des objets même de recherche. Oula, il y a un écho, non ? Oui. Oui, donc qui font ces dénominations des objets même de recherche afin d'éviter toute essentialisation des groupes, d'insister sur la pluralité des identifications et des appartenances, mais tout en rappelant que la réification des catégories, c'est un dispositif central de mise en ordre de la situation coloniale. Donc l'idée de ma thèse, c'est aussi d'effectuer une sociologie des autorités françaises en sortie de guerre et en sortie d'empire, et donc de décrire comment va être administrée une population qui a cette particularité de devenir française de l'étranger, mais sans nécessairement connaître de mobilité spatiale, qui est le cas plus classique, voilà, les expatriés et les binationaux, des études sur les Français de l'étranger. J'y reviendrai, mais donc un angle quasi mort pour l'instant dans mon travail est celui de l'identification de ces Français par l'État algérien, voilà, qui nécessite d'ouvrir d'autres terrains. Pour le moment, j'assume mon côté histoire à part inégale. Voilà. Pour rentrer maintenant plus concrètement dans ce qui nous rassemble aujourd'hui, il se trouve que c'est justement l'étonnement devant les comptages qui a grandement orienté mes problématiques de thèse. Lorsque le premier ambassadeur de France en Algérie, Jean-Marcel Jeanneney, communique au ministre d'État chargé des affaires algériennes un bilan de ses 2 premiers mois dans l'Algérie nouvellement indépendante,
Il écrit, donc nous sommes donc fin août 62, être frappé par rapport à ce qu'il s'est passé en Tunisie ou au Maroc par la rapidité de ce que l'on pourrait appeler la défrancisation. Donc son rapport est accompagné d'un tableau, vous voyez ici, qui compare les effectifs de la population européenne mesurés lors du dernier recensement effectué par l'administration coloniale en 60 à une enquête effectuée par la gendarmerie française début août 62. Et donc, afin d'établir dans une troisième colonne des pourcentages de départ des Français par département. Arrêtons-nous un instant sur l'interprétation qu'il fait de ces chiffres. Face à ce document, moi, j'ai eu spontanément une interprétation quasi inverse. Pour moi, ces chiffres paraissaient au contraire relativement élevés. Il y a une forme de dissonance entre les autorités de l'époque, qui, disons-le globalement, sont surprises par l'ampleur du rapatriement, et la magie de l'illusion rétrospective, pour nous aujourd'hui, qui fait correspondre l'indépendance de l'Algérie avec la fin du peuplement français, qui naturalise en quelque sorte la disparition en Algérie des Français d'Algérie et écrase donc les autres possibles qui auraient pu advenir. Donc ici, je me propose d'étudier donc la présence française en Algérie après l'indépendance en l'abordant par le prisme de sa quantification. Autrement dit, on se demandera quelle est l'incidence de l'indépendance de l'Algérie sur le travail administratif de délimitation et de comptage de la population européenne. Et j'ajouterais que l'intérêt de prendre la quantification pour objet est vraiment redoublé sur mon terrain, où l'histoire des mémoires ou la compilation des récits biographiques semble en fait bien plus développée que l'histoire des populations elles-mêmes. Donc voilà, m'intéresser au comptage, bien évidemment de manière réflexive, a été pour moi un moyen de ne pas me laisser totalement prendre par cette lecture impressionniste, mémorialisante du sujet. Donc nous nous intéresserons d'abord à qui se fait compter et comment, puis aux catégories mobilisées dans la définition du ressortissant français, et enfin sur les interprétations qui sont faites de ces comptages. Donc schématiquement, les autorités françaises en Algérie après l'indépendance peuvent être rangées en deux pôles. Les autorités diplomatiques, composées de l'ambassade, mais aussi d'une myriade de services qui y sont plus ou moins reliés. Voilà, des délégations du ministère, de l'Agence de défense des biens et des intérêts des rapatriés, une annexe aux anciens combattants chargée notamment du paiement des soldes, des retraites des anciens militaires, des pensions des victimes, des centres d'orientation et de reclassement des rapatriés, des cliniques conventionnées, une nouvelle administration scolaire, l'office, donc voilà, tout un ensemble de services plus ou moins reliés à l'ambassade, et un réseau consulaire donc extrêmement dense, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Donc c'est le réseau français avec le plus de consulats, mais c'est aussi le réseau avec les plus petits consulats qui administrent les populations les plus minuscules. Les circonscriptions consulaires reprennent grosso modo les limites des arrondissements de l'ancienne Algérie française, et on trouve à leur tête donc soit des diplomates de carrière pour les plus grands postes, soit des sous-préfets qui étaient jusqu'alors en poste en métropole, soit des administrateurs déjà en poste en Algérie avant l'indépendance, au sein de ce qu'on appelait les sections administratives spéciales, et qui vont être recyclées donc, en quelque sorte. Et donc le deuxième type d'autorité qui travaille étroitement avec les diplomates, c'est les autorités militaires, avec un dégagement, donc c'est le terme militaire consacré, qui se fait de manière progressive. En octobre 62, il y a encore 210 000 soldats français en Algérie. Et donc ces deux autorités, militaires et diplomatiques, sont à l'œuvre dans les comptages. Donc il n'y a rien de très étonnant à faire remarquer que, dans un premier temps, voilà, les comptages sont extrêmement approximatifs. C'est lié d'une part à la situation spécifique de l'Algérie, un pays fourmilière, pour reprendre le terme de Malik Aral, une situation voilà, de big bang des mobilités et de transition administrative. Pour vous donner une idée, en septembre 62, 2 mois après l'indépendance, le consul d'Alger demande à l'ambassadeur, je cite, de lui préciser les limites de sa circonscription. Donc en fait, il va commencer à compter sans même savoir quels sont les territoires qui relèvent de sa compétence. On ouvre d'abord le poste et ensuite on délimite ses frontières. Néanmoins, il faut sortir aussi du prisme algérien, puisque les difficultés d'identification et de quantification des Français de l'étranger, c'est constitutif du travail diplomatique. Depuis la fin de l'enregistrement consulaire obligatoire en 61, c'est quelque chose que montrent bien les travaux de sociologues sur les diasporas. On ne sait pas compter les Français de l'étranger, c'est plutôt ne pas savoir compter qui est la norme.
À titre d'exemple, aujourd'hui, voilà, il y a 1,7 million d'individus qui sont inscrits au registre des Français de l'étranger, mais les estimations informelles présument qu'ils pourraient être jusqu'à 2 fois plus nombreux. Voilà. Mais souvent, en fait, les travaux s'arrêtent à ce stade, alors qu'on le voit, il y a quand même des estimations qui sont faites, et voilà, ce ne sont jamais vraiment décrites, explicitées, comment elles sont construites. Là, pour moi, le cas de l'Algérie reste spécifique, c'est qu'on est dans une situation où une partie des ressortissants donc, deviennent français de l'étranger, ce qui nécessite pour les autorités de s'accorder sur les critères de délimitation de ce qu'est un ressortissant français. Non seulement il faut compter les Français qui partent vers l'Algérie, donc essentiellement des coopérants, mais aussi celles et ceux qui sont déjà là. Les premières estimations du nombre de Français restés sont effectuées donc en août 62 par les unités de gendarmerie départementale françaises, encore implantées en Algérie. Et donc ces premières estimations sont faites en négatif, c'est-à-dire qu'on va retrancher du nombre de Français qui avaient été comptabilisés en juillet 60 les rapatriements comptabilisés. Autrement dit, on définit les Français restés en creux, comme ceux qui ne partent pas. C'est début septembre 62, donc 2 mois après l'indépendance, que l'ambassade demande au consul de faire un état mensuel statistique des effectifs de Français dans leur circonscription. Mais en même temps, l'ambassade leur demande aussi de différer les opérations d'immatriculation, donc d'enregistrement des ressortissants français. Donc on a un peu, en quelque sorte, 2 demandes contradictoires. On demande au consul de compter, mais en même temps sans s'appuyer sur cette source habituelle de comptage des Français à l'étranger, qu'est l'immatriculation. Et donc pour eux, à ce moment-là, compter n'est clairement pas placé comme une priorité. Ils cherchent plutôt d'abord à se compter, à trouver du personnel notamment pour ouvrir leur poste. Mi-septembre, on a donc 3 autres estimations qui vont être diffusées au sein des autorités françaises. Une première estimation qui reprend donc la même méthode de retranchement à partir des rapatriements et qui établit à 266 000 le nombre de Français. Une seconde enquête qui va être réalisée directement sur place par la gendarmerie départementale qui remplit alors des fonctions prévôtales, donc c'est plus une enquête en négatif, et qui va diffuser le nombre de 188 000 Français. Et une troisième estimation qui est faite par les 22e et 23e corps de l'armée française. Donc, il est ensuite intéressant d'aller à un niveau plus fin et donc de comparer les différences d'estimation selon les lieux. Donc, on voit ici, par exemple, que les estimations diffèrent assez peu pour l'algérois, et donc c'est surtout dans l'oranais que les différences sont importantes, probablement parce que les rapatriements ils sont alors plus nombreux et plus désorganisés. Et c'est à partir donc seulement d'avril 63 qu'on va vraiment avoir des présentations uniformes des données, des effectifs systématisés et des précisions quant aux manières de compter. L'ambassade recommande ainsi au consul d'agréger, je cite, les différentes sources d'information, carte d'identité délivrée, immatriculation, contact à l'occasion des déplacements dans la circonscription, données statistiques de la gendarmerie, du corps enseignant, du clergé. Donc, pour conclure sur cette partie, il faut voir dans ces bricolages une situation à la fois spécifique à l'Algérie, de sortie de guerre, de sortie d'empire, mais aussi de fonctionnement routinier de la quantification diplomatique. Et donc avec la mise en place progressive de l'immatriculation, des comptages plus systématiques vont être diffusés. Donc il faut savoir que depuis 61, l'immatriculation consulaire, c'est-à-dire le fait donc, de s'enregistrer au consulat, n'est plus nécessaire pour bénéficier de la protection consulaire. Et donc à cette époque, l'immatriculation représente à peu près 20% du travail des personnels des consulats. Si l'immatriculation n'est pas obligatoire, il faut donc l'analyser moins comme le reflet d'une population réelle que comme un indicateur d'une démarche d'inscription. Se faire immatriculer, c'est se faire compter, et donc c'est déjà un lien entre individu et État français. Comment se passe concrètement l'immatriculation ? Les agents vont remplir des formulaires d'immatriculation, vous avez un exemple ici, et ces fiches sont ensuite donc retranscrites dans des cahiers. En tout cas, donc, à Oran, c'est comme ça que cela se passe. On inscrit le chef de famille, sa profession et le nombre de membres dans sa famille. Et donc voilà, après, ça devient ici des remontées agrégées. À quoi sert l'immatriculation ? En théorie, à voter.
C'est pourquoi l'ambassadeur de France en Algérie demande au consul donc, de donner la priorité d'enregistrement à celles et ceux qui voudraient exercer leur droit de vote, à la distribution d'aides sociales. Et l'immatriculé va se voir distribuer une carte d'immatriculation, en réalité qui ne semble pas servir à grand-chose, à part éventuellement en cas de perte de documents attestés de la qualité de français. Donc on peut se questionner sur la fonction de cette carte d'identité consulaire. L'idée est peut-être seulement de formaliser l'identification étatique. Donc l'immatriculation sert au consulat à connaître la population qu'il doit administrer et pour les individus à se faire connaître. Et donc face à ce caractère non obligatoire, les diplomates ont plutôt tendance à pester contre celles et ceux qui ne s'immatriculent pas et à chercher à les atteindre, notamment par l'intermédiaire de circulaires ou d'appels dans la presse locale. C'est tout un chantier de ma thèse à venir, essayer de voir s'il y a donc des moments, des endroits où l'on se fait plus immatriculer que d'autres. Et donc, parce que la hausse de l'immatriculation constatée ne signifie pas forcément une hausse de la population, mais une hausse de la démarche d'inscription, qu'on peut aussi analyser comme un repli des ressortissants français vers leur État. Faut aussi souligner la défiance d'une grande partie des Français d'Algérie vis-à-vis de l'État français, qui est souligné dans les rapports des consuls, qui se plaignent beaucoup d'être vus comme des administrateurs coloniaux. On retrouve beaucoup ces remarques chez les agents du Quai d'Orsay, qui pointent souvent une incompatibilité de culture entre eux et les Français d'Algérie. Ne pas se faire compter, ça peut aussi signaler une certaine défiance envers l'État français. C'est ce qui fait dire au consul d'Alger que non seulement certains ne se font pas immatriculer par négligence, mais aussi par principe. Je passe, mais un autre problème qui se pose aux autorités françaises, c'est pas seulement le fait d'immatriculer, mais c'est aussi tenir le fichier dans la durée. La plupart des Français qui finissent par partir n'en informent pas le consulat, donc c'est aussi un enjeu pour eux de faire des coups de sonde réguliers pour radier celles et ceux qui sont partis. Donc, ce que nous dit finalement cette forme de comptage qu'est l'immatriculation, c'est qu'on est loin d'être dans le modèle d'un État qui aurait abandonné les Français. Au contraire, on est plutôt dans le modèle décrit par John Torpey d'un État étreinte qui cherche plutôt à raccrocher les Français qui passeraient sous les radars. Encore faut-il s'entendre sur qui on considère ou non comme Français, ce qui m'amène à mon second point, celui donc de la délimitation de la catégorie de ressortissants français. Donc je passe sur l'histoire des recensements en Algérie coloniale, menée notamment par Kamel Kateb, qui a montré comment les catégories ethno-raciales étaient une manière de mise en ordre de la situation coloniale et qui dure en fait alors même que, en théorie, tous, donc ceux qu'on appelle les indigènes dans les catégories et les Européens, possèdent la nationalité française. Et donc je me suis interrogée sur le devenir de ces catégories, indigènes et européens, après l'indépendance, puisque l'ordonnance de juillet 62 attribue automatiquement donc, aux musulmans de droit commun la nationalité française, tandis que les musulmans de droit local la perdent automatiquement, sauf s'ils effectuent une demande de reconnaissance avant 67 en France. C'est un peu compliqué. Une demande qui leur permet en quelque sorte de redevenir français. Et donc, si on se place du côté des autorités françaises, on a donc en quelque sorte des Français potentiels. Les consuls sont confrontés à des individus qui ne sont plus français, mais qui, s'ils migrent vers la France, peuvent redevenir français. Et donc, j'ai été frappée par le fait que finalement, les agents diplomatiques et militaires se posent rarement la question. En fait, ils n'explicitent jamais comment ils délimitent qui est français, qui est algérien. J'ai beaucoup cherché dans les archives des traces de ce que Emmanuel Blanchard appelle des troubles dans la nationalité, le fait que la situation de comptage forcerait à devoir établir des critères de ce qu'est un ressortissant français, donc ça m'a beaucoup énervé de trouver peu de choses, avant que finalement je le conçoive en fait comme un résultat. Pour la majorité d'entre eux, il est évident que les Français sont les ex-européens et les Algériens les ex-musulmans de droit local. Donc il y a en fait une forme d'évidence coloniale qui est fondée essentiellement sur la racialisation coloniale. Même si ces faibles mentions sont d'autant plus surprenantes qu'une grande partie du travail des autorités françaises consiste justement à se demander qui est français à cette période. Les autorités françaises ne font que compter et se demander si tel logement est français, si tel buste est français, si telle table est française, telle récolte, telle tombe, tel corps, tel registre, j'en passe.
Donc autant il semble avoir un doute sur la nationalité des choses, autant il y a une forme d'évidence coloniale pour les personnes. J'ai trouvé un cas, mais qui est assez intéressant, puisque c'est presque un cas de personne, mais où l'État s'estime propriétaire, donc on est presque dans le registre de la chose. C'est les enfants des pupilles de l'assistante publique. L'indépendance vient poser la question de leur nationalité. Et donc, dans une réunion entre consuls de l'Ouest algérien en mai 65, les consuls disent « Il faudra renoncer à envisager le transfert en France d'enfants qui, d'après leur aspect physique, présentent toutes les apparences d'enfants d'origine musulmane. » Je passe parce que j'ai plus le temps, mais outre la racialisation opérée sur le physique, il y a aussi bien évidemment la question de l'attitude à l'égard de la France qui peut jouer, dans le fait de considérer ou non un individu comme français, donc notamment le cas des ex-supplétifs. L'idée, c'est aussi de croiser la manière dont, selon les agents diplomatiques, on va avoir des Français d'Algérie ou des harkis qui sont plus ou moins français. Et je passe, mais bien évidemment aussi l'autre catégorie, c'est celle des Français d'Algérie, qui apparaît pas stricto sensus dans les comptages, mais que les consuls vont quand même diffuser des effectifs sur les Français d'Algérie. Donc là aussi, ça pose une question, comment on compte les Français d'Algérie? C'est quoi un Français d'Algérie? Est-ce que c'est quelqu'un qui est né en Algérie? Est-ce que c'est quelqu'un qui était en Algérie avant l'indépendance, etc. Dernier point que je vais aller très rapidement, c'est celle de l'interprétation des comptages. Donc finalement, des usages de ces comptages par les consuls eux-mêmes. Finalement, en fait, si les états statistiques permettent aux consuls, je passe tout ça, permettent d'avoir une idée de la sociologie du groupe, finalement, le remodelage du réseau consulaire va assez peu se fonder sur les effectifs. Par exemple, en décembre 62, on a 10 consulats qui continuent d'administrer des populations inférieures à 500 personnes. Donc, pour les consuls, en fait, ils plaident contre l'idée qu'il faudrait remodeler le réseau consulaire sur les effectifs. Pour eux, en fait, peu importe le nombre de ressortissants français, il faut leur montrer que l'État français est là, il faut les rassurer. Et l'enjeu est également financier pour eux. Il s'agit de ne pas qu'on réduise leurs moyens, qu'on réduise leur nombre de postes. Ils mettent beaucoup en évidence le fait qu'ils ne doivent pas seulement gérer ces Français, mais aussi toute la colonie rapatriée à distance. Donc en conclusion, s'intéresser à la manière dont l'État français compte, à qui, à quoi il compte, comment et aux catégories mobilisées, permet d'interroger donc les changements, les continuités dans le travail administratif entre l'Algérie coloniale et l'Algérie indépendante. Ces comptages viennent en eux-mêmes rompre avec la thèse d'un abandon des Français par l'État français. On est plutôt au contraire dans le modèle d'un État attrape-tout qui cherche à attirer les ressortissants isolés. Et donc, si ma présentation s'est beaucoup centrée sur les autorités françaises, je l'ai dit, c'est le cadrage de mon sujet de thèse qui nécessite de faire des choix. Je ne pouvais pas quand même finir par évoquer les comptages opérés par les autorités algériennes. Donc, au niveau local, on a des comptages locaux dans les archives françaises. Par exemple, certains commerçants qui vont rapporter au consulat avoir été recensés par les autorités algériennes et qui sont dans une sorte de peur de l'identification. Ils craignent que cette identification comme commerçants les oblige à obtenir la nationalité algérienne. Donc pour rappeler qu'il y a aussi des effets réels des comptages, au-delà de l'intentionnalité ou non de ceux qui les font. C'est aussi intéressant de voir comment ils sont reçus. Et au niveau national, avec ensuite donc, le premier recensement de l'Algérie indépendante, qui a lieu en 1966, où dans le cadre de la coopération, des agents de l'INSEE vont participer. Les Français y sont comptés comme étrangers, mais bien évidemment, il serait intéressant de comparer si ce sont les mêmes individus qui sont ou pas considérés comme Français. Et je vous remercie. Je vais aller très vite, je suis désolée. Merci beaucoup pour cette présentation et pour avoir presque tenu le temps en accélérant beaucoup à la fin. Merci. Alors merci à tous les trois pour vos présentations qui montrent en fait que compter est toujours une opération extrêmement complexe et que alors c'est vrai qu'on impose des façons de compter, mais on ne peut pas faire abstraction en fait des autres façons, des façons alternatives de compter. Et il y a des effets de tuilage. Alors je pense que c'est ce que vous
vous nous avez montré à la fois la première communication sur Madagascar, celle d'Alex sur Madagascar, et puis la communication de Marius sur le Cameroun aussi. Il y a des différentes manières de compter, et à certains moments, il faut les prendre, il faut les mettre ensemble et voir comment elles fonctionnent. C'est ce que vous montriez aussi, Inès, à la fin, dans votre conclusion, parce qu'en fait, on peut être compté par des autorités différentes, et il faut bien composer aussi avec ça. Alors, peut-être je vais commencer par une question là-dessus. Je pense que ce que montrent vos communications, c'est qu'en fait, il faut vraiment regarder très, très précisément qui compte et comment, et quels sont les personnels. Alex nous a parlé de la substitution en fait des agents français aux agents malgaches, au gouverneur malgache en fait, au gouverneur Merne. Et du coup, la question que ça pose, c'est est-ce que il y a une perte d'expertise tout d'un coup dans l'administration coloniale, et comment fait l'administration coloniale française pour en gros se dispenser de toutes ces statistiques antérieures accumulées qui lui ont donné un bon coup de pouce au démarrage. Alors je pense je pourrais aussi décliner la question pour Marius, parce qu'on voit bien aussi comment il y a une formation de personnel qui se met en place progressivement. Et j'ai pas la même question, mais toujours en suivant ce fil pour Inès, sur la façon dont on choisit aussi, côté français, qui on choisit pour mettre dans cette myriade enfin pas myriade, mais dans ces nombreux consulats qu'on installe en Algérie, qui est-ce qu'on choisit, comment on choisit du côté du ministère des Affaires étrangères, et puis comment on fait le tri aussi dans le personnel qui est hérité de la période antérieure à 1962. Alors, je ne sais pas, peut-être on va redonner la parole à Alex s'il veut répondre. Et évidemment, après, je donnerai la parole à la salle pour les questions. Ah, Alex, on ne vous entend pas là. Allô? Voilà, Vous on m'entendez? vous entend. Ça y est, on vous entend. Ok. Oui. Merci pour cette question. En fait, vraiment, hein, ça découle vraiment d'une adaptation plutôt pragmatique du côté de l'administration coloniale, vu que la substitution donc s'était faite d'une manière progressive. D'abord, ils se sont donc fiés à maintenir les gouverneurs myrnes, les officiers du pouvoir royal, pour faciliter l'installation et la mise en place progressive de l'administration. Vu qu'ils se sont heurtés à cette réalité-là, ils se sont vite adaptés, et donc il n'a pas amené l'élément théorique européen de base, mais ils se sont d'abord adaptés à la situation présente, parce que la situation présente était favorable à la mise en place donc de la colonisation, mais vraiment vers le lancement et vers la stabilité de la colonie. C'est là qu'ils se sont tournés finalement à l'administration, et à éliminer, donc à écarter les officiers malgaches en les remplaçant par des administrateurs français. Parce que la priorité à ce moment-là, donc, c'était la pacification de Madagascar. C'est-à-dire, c'est d'aller donc conquérir les zones où il y a encore des résistances, les zones où se trouvent donc quelques poches de résistants. Et donc, c'est pour ça que la présence de l'ancien système les arrangeait finalement, ça les arrangeait. Et il fallait tout simplement que les destinataires soient donc par l'intermédiaire d'autres malgaches, et ces malgaches-là qui vont passer donc le rapport vers l'administration coloniale. C'était vraiment donc dans une démarche transitoire très 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 comment dire, très douce, pour que la pacification donc soit efficace, et pour qu'ils puissent se concentrer. Et paradoxalement, les officiers royaux, ont fortement collaboré avec l'administration coloniale, avec cette mentalité de Muvandina, c'est-à-dire nouveau souverain, nouveau coutume. Voilà, une nouvelle coutume. Voilà. Alors peut-être Marius. Si j'ai bien suivi la question, c'est
comment est-ce que la France a perpétué sa présence en vue de produire des statistiques après les indépendances. La particularité du Cameroun, c'est que lorsque les statistiques sont nationalisées, peut-être c'est une particularité, peut-être c'est un paradoxe, le directeur, celui qui est en charge des statistiques, est un Français. Il s'appelle Cali, C-A-2-L-I-E-S. Et c'est lui qui est chargé de mettre en place à la fois le plan coursier, le système coursier, et c'est lui qui est chargé d'accompagner le Cameroun vers l'adoption du SCN sous la supervision de l'ONU. Ça, c'est la présence directe. Maintenant, il y a le fait qu'entre 1963 et 1971, il y a des actions d'enquête, il y a des enquêtes qui sont organisées au Cameroun et pour lesquelles la plupart des intervenants sont des Français qui sont des missionnaires de l'INSEE. Et on retrouve des notes de service dans lesquelles on voit la mobilisation des agents statisticiens sur le terrain au Cameroun. Ça, c'est une autre manifestation de cette présence. Et le troisième niveau, c'est au niveau des organisations internationales, que ce soit au niveau de la sous-région. Il y a des enquêtes qui étaient organisées pour la sous-région et qui devaient être menées par des agents de l'INSEE et qui devaient être sur le terrain au Cameroun. Ça, directement, c'est comme ça que la présence était maintenue et ça a continué même après. Mais bon, comme je m'intéresse à la période qui va jusqu'à 1971, ce sont les éléments que je peux mobiliser. Inès? Ça marche? Oui. Oui, donc sur la question donc, de qui recense, en fait, enfin, qui compte. Moi, c'est un de mes... Donc, au niveau supérieur hiérarchique, comme je l'ai dit, les consuls, j'ai expliqué qu'il y avait donc été choisi avec plutôt donc, des diplomates de carrière pour les grandes circonscriptions, sinon plutôt donc, des sous-préfets et des anciens directeurs des sections administratives spéciales en Algérie, ce qui fait que du coup le Quai d'Orsay est en minorité dans sa propre administration et que le ministère de l'Intérieur continue à garder un pied en Algérie, mais c'est pas eux qui comptent directement sur le terrain. Et c'est une grande source de frustration pour moi, c'est-à-dire que dans les archives, je ne trouve rien sur qui concrètement compte. Il y a quelque chose sur les gendarmes un peu, mais j'essaye de pousser, mais en fait, pas tellement. Donc c'est une source de frustration pour moi. Mais voilà, en 63, il y a encore le 1er mai 63, j'avais noté 2310 gendarmes encore présents en Algérie. Voilà, donc pour moi... ils ont un rôle essentiel dans cette dynamique-là de comptage. Ce qui, je trouve aussi très intéressant dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, le fait que c'est aussi des agents qui ne sont pas spécialement disposés, c'est pas des statisticiens qui vont compter. Voilà. Merci. Alors, je vais peut-être passer la parole maintenant, en fait, à la salle. Comment on fait pour le micro? Il faut qu'on fasse circuler un de nos micros pour les questions ou chacun. Vous avez des micros sur votre table. D'accord. Et n'oubliez pas d'éteindre les micros quand vous avez fini de poser la question. D'accord. Donc j'ouvre Oui. Xavier Demalin. Ça marche là? Oui. Oui. Moi j'avais deux questions si possible pour Alex. Est-ce que Alex m'entend? Oui, je vous entends très bien, je vous entends. La première, Oui. alors c'est vrai que vous êtes dans un cas de figure qui est très intéressant puisque vous avez une administration royale qui a été préservée en partie et une administration coloniale. Mais j'aimerais savoir plus précisément parce que vous avez dit qu'à un moment donné, l'administration coloniale allait infléchir les catégories et les chiffres produits par l'administration royale. Et j'aimerais savoir si vous êtes en mesure d'indiquer sur quoi portent ces inflexions, ou en d'autres termes, est-ce qu'on arrive à différencier quelles étaient les priorités de l'administration royale et ensuite les priorités de l'administration coloniale? C'est ma première question. La seconde porte sur la question des volontaires que vous avez évoquées. Que savons-nous finalement des conditions dans lesquelles s'effectuaient les recrutements de ces volontaires, entre guillemets,
Et est-ce que ces conditions n'amènent pas finalement à s'interroger sur leur niveau de consentement, le niveau de consentement de ces soldats dans la participation à cette opération de répression finalement? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Pour cette question d'inflexion et question de priorité, en fait, à la colonisation, lorsque la colonisation débarque, la priorité pour l'administration coloniale, c'était sur le fait d'aller faire d'abord la pacification, vu que l'illusion est voulu que Madagascar était déjà unifié donc par le pouvoir Mir, mais à leur arrivée, ils ont constaté qu'il y a des zones qui n'étaient pas conquises et il y a des zones encore un peu disparates et surtout qu'il y ait des zones auxquelles les gouverneurs ont résisté. Et donc à ce moment-là, vu de l'administration qui était quand même efficace et que la rivalité à la veille de la colonisation a entraîné une sorte de collaboration finalement, vu que à l'arrivée de la colonisation, la partie adverse, c'est-à-dire la partie de l'ancien Premier ministre, a été évincée et remplacée par son rival. Et ce rival-là va collaborer avec la colonisation, avec l'administration coloniale, et donc il va maintenir le système et les circulations donc sur les questions des recensements sur les questions d'entrée de produits de droits de douane sont donc restés entre les mains des officiers malgaches. Les zones secondaires surtout. Par exemple, quand on parle des ports, le port de Tamatave, le port principal, était tenu par l'administration coloniale directement, mais les ports secondaires étaient tenus toujours par les officiers malgaches. Donc voilà hein, les niveaux de priorité, comme le cas de Maranté de tout à l'heure, était toujours tenu par des officiers malgaches jusqu'en 1898, tandis que la Tamatave, dès 1895, hein, était déjà entre la main de l'administration coloniale. Et aussi, les zones secondaires étaient dans le même cas, vu que c'était pas tellement la priorité de l'administration coloniale, et ces zones-là étaient des zones donc à facilement, tout simplement substituer. Lorsque le pouvoir en place a changé, eux, donc, ils ont continué leur œuvre en pensant tous toujours avec cette mentalité de changement de souverain et donc changement de système. Donc, ils ont tout simplement fait comme si c'était une nouvelle chose à faire. Hein. Voilà. Et pour les volontaires, ça, c'est une question très pertinente, en fait, sur les niveaux de consentement. Mais quelque part aussi, euh, l'ancien pouvoir Mir n'était quand même vu par d'autres populations comme étant, un pouvoir dominateur qui les ont envahis. Et lorsque la colonisation arrive, la colonisation française était perçue par certaines populations comme étant donc la libération vis-à-vis de la domination mire. Et ce qui a engendré donc ces participations volontaires à la pacification, vu que ces gens-là ne savent pas quelle est la dimension de ce qu'on appelle colonisation. Ils pensaient tout simplement qu'il s'agit d'évincer le pouvoir, l'ancien pouvoir, alors que finalement, ce n'était pas le cas. Et donc, il y en a d'abord les anciens généraux de la couronne qui ont tout simplement comme ça, ont, ont aidé donc les forces expéditionnaires coloniales et après il y a ces volontaires là donc ce sont ces officiers hein, et les populations qui se sentaient opprimées de l'autre côté et les rivalités des anciens membres du pouvoir royal, c'est l'ensemble de tout ça qui a facilité donc et surtout facilité l'adhésion et l'intégration vis-à-vis vis-à-vis donc de forces malgaches pour la pacification. Et l'ordre qui descend, ce sont les mêmes ordres qui étaient comme si c'était envoyé par le pouvoir royal. Et donc le même respect vu que le pouvoir colonial était vu comme étant le nouveau souverain finalement. Hein. Donc on les donne les mêmes respects. Merci. Merci. Alors, apparemment, il y a des questions dans le chat, mais alors je suis incapable de les lire. Il y a des questions dans le chat ou pas? J'avais juste une question. C'est bon. J'avais juste une question sur donc moi, je suis plutôt en comptabilité à l'extérieur, mais sur la question des recensements.
En général, moi, sur les chiffres que je vois, il y a des questions importantes sur le seuil auquel c'est calculé. C'est-à-dire qu'il y a les chiffres qu'on enregistre au plus près du terrain, il y a les chiffres qu'on fait remonter. C'est pas les mêmes acteurs, c'est pas la même structure d'agrégation, on n'en fait pas les mêmes usages. Je me demande sur les questions de recensement s'il y a les mêmes types de difficultés que vous ressentez, que vous voyez sur les terrains. Et dans ce cas-là, vous privilégiez un niveau central dans l'agrégation, vous privilégiez un niveau d'enregistrement au quotidien dans vos observations. Non, dans mon cas, dans le cas du recensement de l'Algérie indépendante, oui, mais donc comme je l'ai dit, ça, c'est pas vraiment mon objet de recherche, mais là, bien sûr, il y a ces questions-là. Mais dans le cas de l'immatriculation consulaire, non, c'est vraiment simplement un dénombrement, donc il n'y a pas de... Bah oui, du coup, j'en profite parce que j'ai une question pour Inès dans la foulée. C'est-à-dire que je comprends bien que dans la période de transition, l'urgence est de savoir qui est là, qui n'est déjà plus là, qui peut-être revient. Mais est-ce que, en travaillant sur les formulaires dans leur matérialité et aussi sur les tableaux qui sont plus ou moins agrégés, on voit d'autres objectifs au comptage ou au dénombrement qui seraient combien d'enfants vont faire la rentrée scolaire de septembre, ou bien d'autres objectifs sur la sociologie des professions, de ceux qui sont encore là. Enfin, est-ce que tu remarques d'autres objectifs que seulement savoir qui est là et qui n'est déjà plus là? Je pense qu'un des objectifs, c'est aussi la question de l'âge, en fait, à qui on va devoir donner les aides de pension aux personnes âgées. Donc, oui, mais c'est pas... Enfin, voilà, je pense que... j'ai beaucoup insisté sur... Enfin, c'est un peu le prisme du colloque Comté, mais pour eux, Comté n'est pas la priorité, vraiment, au moment de l'indépendance. L'idée, c'est vraiment, on ouvre notre poste, voilà. Et on donne quand même des chiffres parce qu'on nous les demande, mais en fait, nous, c'est pas sur ça qu'on va vraiment centrer notre activité. Donc, en fait, l'immatriculation consulaire se met en place, finalement, assez tard. Et après, bien évidemment, essayer de comprendre la sociologie de la population qu'ils administrent. Voilà. Un des gros enjeux que je constate dans les rapports des consuls, c'est qu'ils sont très frappés par le nombre de personnes âgées qui restent en Algérie, et donc qui pour eux est un problème. Voilà, ils vont plutôt essayer de les faire rapatrier, y compris quand les personnes manifestent visiblement ne pas vouloir en avoir envie. Voilà, il y a un peu une action de... Bonjour, merci de me passer la parole. Ma question s'adresse à Marius, qui a parlé, n'est-ce pas, d'une différence, qui a souligné une différence au niveau des méthodologies statistiques. Il a parlé d'une différence de la méthodologie de 1951, celle de 1957. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fonde justement cette différence-là. Merci. Les deux recherches étaient des travaux. On appelait cela les travaux en vue de la production des comptes économiques. Donc, ce n'étaient pas des comptes publiés. Et la différence qu'ils ont mobilisée, c'est la prise en compte en 1951, juste de la production. Et en 1955, on prend à la fois en compte la production et l'autre partie. On prend à la fois en compte la production et on classe les données dans deux tableaux, c'est-à-dire emploi et ressources. Ça, c'est la différence majeure qui a été. Maintenant, dans le document en question que j'ai consulté, il ne décline pas exactement qu'est-ce qui a fait la différence d'un point de vue méthodologique en termes de collecte des informations dans les travaux. Il signale juste qu'il y avait une différence de méthodologie. Et cette différence, c'était le fait qu'en 1951, on ne prenait pas en compte les activités de subsistance, alors que dans les colonies, il y avait des activités de subsistance. Et entre-temps, il faut noter qu'entre 1951 et 1955, il y a des enquêtes qui avaient été menées et qui permettaient de prendre en compte d'un point de vue statistique ces données-là. Maintenant, c'est en 1962 que le document qui a agrégation des données, et dans le document final, on a des comparaisons et on ne voit plus la différence. Pourtant, lorsqu'on collectait les informations, il y avait une différence.
Je relaye une question du chat de Babacar Fall. À Marius, vous avez annoncé dans la coopération statistique le recours au Sénégal. Qu'en est-il de ce chapitre? Dans ma communication, je ne parle pas du Sénégal. Je parle juste j'ai dit dans mon introduction que ma thèse portait sur le Cameroun et le Sénégal. Je crois que c'est la seule allusion que j'ai faite au Sénégal. Et dans ma communication est essentiellement centrée sur le Cameroun. Et avec le professeur Fall, je me ferai un plaisir de discuter avec lui des comptes nationaux du Sénégal qui sont très denses dans un mois, en fait, dans un mois et demi. Encore des... Oui, j'ai une petite question pour Marius aussi. Alors, merci d'avoir posé la question avant Babacar, parce que sinon on ne se rend pas forcément compte de l'importance des enjeux de la comptabilité nationale. En fait, ça nous passe complètement. Bon, mais tenir compte ou pas justement d'une économie qui est une économie juste pas classique quoi pour l'économie française, c'est vraiment quelque chose de très important pour la France. Est-ce qu'on tient compte ou pas dans la comptabilité nationale du coût du logement? C'est fondamental si vous calculez après un indice des prix. Et si cet indice des prix est la façon de fixer les salaires, enfin guide en tout cas, vous voyez, donc est-ce que, bon bref, voilà, donc il y a des enjeux importants. Alors juste une chose, c'est intéressant cette histoire Coursier, parce que il se trouve que c'est en 1951 que se crée le service des études économiques et financières au ministère des Finances, et que, donc c'est 51. Ce service des études économiques et financières en France vise à mettre en place une comptabilité nationale. Difficile de mettre en place une comptabilité nationale quand on a très peu de statistiques, parce que les statistiques, évaluer la production en 1951 en France, de façon, il n'y a pas d'indice précis. Bon, savoir combien il y a de personnes sur le territoire, ça à peu près on sait faire. Connaître à peu près l'évolution des prix, on sait faire, mais la production, la répartition par branche de l'activité économique, on n'en a aucune idée. Et l'INSEE dit d'ailleurs, qui vient de naître, c'est un bébé de 5 ans, l'INSEE, dit, écoutez, c'est pas pour nous, on est incapable de répondre à vous. Donc on crée en France, à partir de 51, de toutes pièces, des structures tout à fait nouvelles qui vont permettre, et c'est en particulier le service des études économiques et financières, qui vont permettre de mettre en place une comptabilité nationale. Alors, ce qui m'étonne, je trouve que c'est très intéressant que, justement, exactement au même moment, en fait, on essaye de faire la même chose au Cameroun, ce qui est encore plus, disons, loufoque, mais pourquoi pas? J'aurais juste aimé savoir, Marius, s'il y avait derrière cette tentative, à partir de 1951, un peu une visée expérimentale. Pourquoi le Cameroun, alors que s'il y a bien un territoire où les statistiques sont peut-être encore moins développées qu'en France, connaissance de la production au moment des fonds FIDES, on sait bien qu'on n'en sait pas trop. Bon, voilà, est-ce qu'il y a des petites entreprises, des moyennes entreprises, combien ils sont, qui peut produire quoi, où? Voilà, c'est quand même le grand brouillard. Donc voilà, pourquoi est-ce que, et quelle est la finalité? Pourquoi on a choisi, le colonisateur a choisi le Cameroun, première chose, et second, alors que, bon, et puis seconde chose, est-ce qu'il n'y a pas derrière, est-ce que vous avez trouvé quelque part, je sais pas moi, des papiers qui pourraient dire, tiens, on va essayer de faire une expérience au Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas un côté expérimental derrière ce choix du Cameroun? C'est une question, voilà. Dans l'introduction merci pour la question, professeur. Dans l'introduction du document qui est publié en 1962, l'administrateur Étienne de l'INSEE dit que les travaux de 1951 étaient comme une sorte de... Vous avez parlé d'expérimentation, mais il disait que c'est comme une sorte de bouteille qu'on jette à la mer. On va faire une expérimentation au Cameroun pour voir s'il y a la possibilité de créer des comptes nationaux. Et c'est l'idée de 1951 n'a pas trouvé un écho favorable, puisque après 1951, l'idée ne perdure pas. On attend 1956 pour faire une autre enquête. Lorsque je consultais, je lisais sur la question, il y a un passage dans le livre de Vanoli sur la comptabilité nationale qui a attiré mon attention. Je n'ai pas pris cela en compte parce que je me disais que ça ne devait pas beaucoup me servir. Lorsqu'il y a unification des services de statistique et de comptabilité nationale en France, il dit qu'au niveau de l'INSEE, il y a une forme
de conflits entre statisticiens et comptables au niveau de l'INSEE. Ceux de l'INSEE, les statisticiens estiment qu'ils ont beaucoup à faire et tout, et que les comptables n'ont rien à faire là. Et je me dis que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils ont dit pourquoi ne pas faire une étude au Cameroun pour peut-être justifier le fait que dans les colonies, il est possible de mener des études de comptabilité nationale et se donner peut-être une raison de survivre au niveau de l'INSEE. Ça, c'est une hypothèse que je place comme ça. Moi, je me dis peut-être que c'était ça, peut-être pas. Mais dans le document, il est difficile de savoir si les données qui sont publiées de 1951 et qui sont comparées à celles de 1956, 1957 et 1959 ne sont peut-être pas issus des compléments d'informations tirés dans les enquêtes qui ont été menées après et qui ne constituaient pas, qui ne ressortaient pas des données qui ont été collectées dans le cadre des travaux qui ont été engagés en 1951. Mais il y a beaucoup de champs qui sont couverts. Il y a 10 champs qui sont couverts, qui vont de la mobilisation des ressources dans les colonies, en passant par les entreprises, l'équilibre de l'économie, etc., dans lesquels je ne me suis pas très appesanti parce que j'avais peur que le fait de beaucoup me concentrer sur les chiffres, les tableaux m'empêchent de véritablement parler de l'évolution du système, en fait. Mais il y a des données sur l'habitat, il y a des données sur la production, il y a des données sur la coopération, même le commerce extérieur et tout. Mais les données qui manquent et qui ont beaucoup été critiquées, c'est l'économie de subsistance véritablement, qui, d'un point de vue caractérise la plupart des populations actives du Cameroun, puisque le travail ne concernait pas les Camerounais dans leur majorité qui n'avaient pas un niveau scolaire assez important pour pouvoir occuper les postes qui pouvaient facilement faire l'objet d'un recensement.